On avait une idée, comme je te disais tout à l'heure, mais c'était une idée au final assez floue. On leur avait parlé, mais plutôt à nos clients, en fait, si tu veux. C'est plutôt les sales qui avaient parlé aux clients et qui, du coup, savaient à peu près qui ils étaient, mais c'était pas aussi détaillé en termes de personnalité, en termes de qu'est-ce qu'ils aiment comme contenu, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Franchement, c'est une mine d'or de réaliser ce travail parce que maintenant, on sait comment on peut leur parler, quels sujets vont les intéresser. Est-ce qu'il faut être dans l'immédiateté ou est-ce qu'on peut se permettre de faire des contenus beaucoup plus longs. Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour ce tout premier épisode, j'accueille Candice M, Product Marketing Manager chez La Grosse Machine, pour parler des fameux personas. La définition et l'étude des personas sont un passage obligé pour construire un positionnement solide et unique sur le marché. Car oui, c'est en connaissance des utilisateurs que l'on peut créer des messages impactants et définir une stratégie de communication efficace pour atteindre l'audience ciblée. Sauf que ce travail n'est pas toujours une partie de plaisir ni reconnu à sa juste valeur. Ça prend du temps, ce n'est pas toujours évident d'entrer en contact avec les clients et les prospects, mais surtout, une fois que l'étude est faite, on ne sait pas toujours comment l'utiliser concrètement. Alors dans cet épisode, vous découvrirez ce qu'est un persona et un ICP pour Ideal Customer Profile, la méthode utilisée par Candice pour interviewer plus de 50 clients et prospects en moins de 3 semaines, des exemples d'usage concrets de cette étude, enfin, des conseils et bonnes pratiques pour vous aider à mener ce travail. Allez, je laisse place à mon échange avec Candice, j'espère que ça vous plaira. Hello Candice, comment tu vas ? Salut Carlotta, très bien et toi ? Très bien, merci. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Candice, je suis PMM, donc Product Marketing Manager chez La Grosse Machine depuis quelques mois maintenant. Pour te contextualiser, La Grosse Machine, c'est une plateforme de prospection multicanal qui va permettre aux sales, growth recruiters d'entrer en conversation avec leur cible via LinkedIn, Twitter et par mail. Alors Candice, aujourd'hui, tu es là pour nous partager tes conseils, la méthodologie que tu as utilisée pour construire de façon efficace les personas. Alors pour commencer, est-ce que déjà tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que vous avez entamé cette étude ? Alors en fait, c'est tout simplement qu'on voulait savoir à qui on parle, pour savoir comment leur parler et quelles sont aussi les features à développer pour ces personnes-là. C'est-à-dire que le produit, il en a besoin pour évoluer. Il a besoin, qu'on sache si, par exemple, on a plutôt des growth ou des recruteurs, quel type de public est intéressé par notre produit pour pouvoir développer les bonnes features associées. D'accord. Et du coup, votre objectif, c'était vraiment de connaître quelles étaient vos différentes cibles pour pouvoir ensuite définir les différents messages et le positionnement par rapport à ces cibles-là. C'est tout à fait ça en fait. On avait déjà une idée en fait de nos personas, mais il fallait qu'on aille vraiment plus dans le détail, savoir vraiment comment ils pensent, quelles sont leurs difficultés, leurs besoins, etc. Et ça, pour ça, on avait vraiment besoin d'approfondir tout ça. Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que tu définis un persona ? Pour moi, un persona, c'est la personne à laquelle la marque s'adresse. Il peut y en avoir plusieurs. Chaque persona a ses propres problématiques, ses besoins spécifiques, comme je te le disais tout à l'heure, ses difficultés et ses motivations aussi qui lui sont propres. Donc connaître son persona, c'est assez indispensable pour le marketing et la com, pour qu'elle soit efficiente, mais aussi, comme je disais aussi un petit peu avant, pour le développement du produit et pour la vente, quoi. Tout le monde doit être aligné, que ça soit le marketing, le produit, les sales, les customer success sur nos personas. Ok, est-ce que c'est souvent le cas en B2B, on a souvent des user persona, des buyer persona, comment tu l'as pris en compte ? Ouais, en B2B, enfin chez LGM en tout cas, on a bien sûr des personas et des buyer personas, mais on a développé une approche assez bottom-up. Donc c'est-à-dire que moi je l'ai pris en compte quand j'ai interrogé les différents personas, c'est que j'ai pris des personas qui ont un niveau hiérarchique, on va dire, différent. Donc il y a vraiment des opérationnels et il y en a d'autres qui sont plus high level sur plutôt du management et qui vont prendre justement la décision d'achat au final. Mais on se rend compte au final que le besoin vient quand même des personnes qui doivent contacter des prospects, qui doivent contacter des candidats et qui vont le faire remonter au N+1, etc. Et pareil, j'imagine qu'il y a aussi la notion d'ICP, donc d'Ideal Customer Profile, que vous avez dû prendre en compte.
comment tu as fait du coup? Alors en fait, ouais, en B2B, les ICP, c'est pour Ideal Customer Profile, c'est vraiment hyper important. C'est ce qui permet de déterminer les entreprises les entreprises qu'on va viser, quel persona dans quel ICP aussi. Par exemple, on commercialise une solution de gestion des avantages salariés. Le persona, par exemple, ça va être le Head of Talent, mais le ICP, ça va plutôt être les startups ayant levé des fonds récemment et qui du coup recrutent énormément et ont besoin d'avoir des avantages salariés assez différenciants pour attirer des talents. Là, l'ICP va être très intéressant. Nous, parmi nos personas, on a identifié que certains personas n'étaient pas bons pour certains ICP et vice-versa. Ok, donc si je résume, on a d'un côté les personas qui sont une représentation du client idéal et de l'autre l'ICP qui est une description du type d'entreprise idéale à cibler. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Et pour l'étude, ton objectif, c'était d'associer les deux et de bien comprendre et de définir les personas pour chacun des ICP. Ouais, bien sûr. En fait, on avait une idée sur les différents personas et également une idée sur les différents ICP. Par exemple, en ICP, tu as les startups, les scale-up, les agences, les cabinets de recrutement, les les grandes entreprises. Et est-ce que nous, on vise des personnes chez les grands comptes, chez les grandes entreprises, pardon, ou est-ce qu'on va plutôt viser des startups? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes clés, le process que tu as utilisé pour construire les personas et tout ce travail? Ouais. Moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, en fait, j'ai tout de suite été mise sur ce sujet-là. Donc, j'avais besoin de comprendre un peu plus le type de profil qu'on pouvait avoir déjà en client ou même reprendre un peu le travail qui avait été effectué sur ces personas-là et qu'il fallait justement pousser. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment pris connaissance par exemple, de tout ce que je pouvais trouver sur le web concernant ces métiers-là. Par exemple, les métiers du growth, quelles sont leurs fiches de poste en général. Donc, j'ai regardé, par exemple, des offres d'emploi. J'ai suivi des gens sur LinkedIn qui sont dans ce type de poste également. Voilà, donc je me suis vraiment renseignée là-dessus. Ensuite, j'ai beaucoup recherché sur LinkedIn et je me suis fait des listes de personnes à contacter avec Sales Navigator. Donc, j'avais une liste de growth, une liste de sales, plusieurs types de listes comme ça. Ok. Ensuite, grâce à notre outil d'automatisation, on a la chance d'en avoir un en interne et de faire les choses plutôt bien avec. Donc en fait, j'ai automatisé un peu ma prospection avec sur LinkedIn, Twitter et email et j'ai construit une séquence d'invitations pour rentrer en conversation avec les contacts que j'avais identifiés via les listes de Sales Navigator. Et en fait, j'ai envoyé des messages en demandant tout simplement, alors message très sympathique, on n'est pas là pour vendre, vraiment. On est là pour avoir de l'info en leur demandant si que j'avais vraiment envie de connaître leur métier, de comprendre comment ils travaillent au quotidien, etc. Et s'ils avaient entre 30 et 45 minutes à m'accorder en visio ou par téléphone. Et en fait, on se rend compte que quand c'est demandé gentiment et que c'est pas, on n'est pas en train de pousser à vendre quelque chose, en fait, les gens, il y a des réponses super positives. Parce que les gens adorent parler d'eux en vrai. Donc ça, c'était plutôt pour la partie prospect, vraiment. Alors ça, c'était pas des clients du tout de chez nous. Et ensuite, dans une 4e étape, j'ai demandé aux personnes au sein d'LGM, comme Rhys, le CEO, ou Adrien, le responsable commercial et cofondateur de la société, de me donner justement des contacts en fait chez nos clients qui pourraient être intéressants d'interroger pour aussi comprendre chez nos clients qu'est-ce qu'ils aiment chez LGM, qu'est-ce qu'ils aiment moins, quelles sont leurs difficultés, leurs besoins, etc. Donc il y avait vraiment une première partie difficultés, besoins, et puis eux ont rentré un peu plus dans le vif du sujet avec LGM, tandis que les personnes prospects, on parlait pas vraiment d'LGM du tout en fait. Et dans la répartition entre prospects et clients? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait à peu près 5 personas identifiés. Et moi, j'ai fait, par persona, j'ai fait 5 clients, 5 prospects. Donc ce qui donnait en tout une 50aine d'interviews. Pour la construction de ces personas, on a fait 50 interviews en 3 semaines. C'était hyper intense, mais vraiment très intéressant. J'imagine. Et est-ce que tu étais toute seule dans les entretiens ou à chaque fois tu essayais de le faire avec des sales par exemple?
Non, j'étais toute seule parce que je trouve qu'en fait, moi, j'essaie vraiment de faire le truc comme si comme si c'était un échange. Et je trouve qu'arriver à plusieurs, en fait, il y a tout de suite une relation un peu ça peut être intimidant, je pense, pour l'autre aussi. Donc, le fait que ça soit une personne qui arrive et qui, voilà, veut juste discuter sur ton métier, je trouve que ça passe mieux que quand t'arrives vraiment en groupe. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur la partie analyse? Parce que 50 entretiens, c'est quand même beaucoup. Comment est-ce que tu as fait tout ce travail de synthèse pour en sortir tous les apprentissages? Alors, à chaque interview, déjà, ce qui prenait énormément de temps, mais moi, je suis très cadrée, en fait, pour ça, et j'en avais besoin, c'est que je faisais l'interview, je l'enregistrais, et ensuite, je retranscrivais toute l'interview sur Notion au moindre détail près, c'est-à-dire que le moindre mot que les personnes pouvaient me dire, c'était marqué en fait sur Notion parce que je trouve que c'est hyper important de garder vraiment la teneur des mots en fait prononcés et de pas interpréter. Et c'est ce qui est le plus dur en fait en interview, c'est déjà de pas orienter la conversation, enfin l'échange, et de pas interpréter. Donc quand on a des doutes, etc., faut rebondir dessus, poser des questions ou autres. Mais du coup, voilà, déjà dans une première étape, retranscrire chaque interview sur Notion. Donc 50 interviews sur Notion. Après, ce que j'ai fait, c'est que ça soit des prospects ou des clients, j'ai pas séparé ensuite pour la construction de mes personas. J'ai pris par exemple mes 10 personas sales et je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a des similitudes entre chaque interview? Et là, j'ai commencé à noter les similitudes, à surligner sur Notion, etc. Pour ensuite construire une fiche d'identité du persona. Et dans cette fiche d'identité, on peut retrouver sa bio, par exemple, donc quelles ont été ses études, quel est son trait de personnalité. Donc bien sûr, c'est pas les 10 personnes que j'ai interrogées n'ont pas le même trait exact de personnalité, mais on arrive à trouver quand même des similitudes. Ensuite, par exemple, j'ai noté tout ce qui était objectif et motivation. La même chose pour leurs difficultés et leurs besoins. Qui prend la décision? Est-ce que ils m'ont dit que c'est eux qui prennent la décision ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans la société en fonction de leur ICP, etc. Les outils de travail qu'ils ont au quotidien, donc toute leur stack d'outils, leur méthode d'information du style ok, bah moi je me renseigne, je fais ma veille sur LinkedIn ou alors oulala, moi ma veille j'en fais pas parce que j'ai pas le temps. Ok, alors ça veut dire que c'est une personne qui vraiment il lui faut du contenu vraiment très immédiat parce que déjà elle fait pas de veille. Et ensuite, tout ce qui est why us versus why not us, c'est-à-dire pourquoi il prendrait LGM et pourquoi il prendrait pas LGM. Et ça, c'est par rapport à ce que toi, tu as écouté, du coup, t'en fais ce bilan, parce que vu que vous parlez pas forcément d'LGM. C'est ça. Ça, c'est complètement un bilan, en fait, de ce que j'ai pu entendre et par rapport à nos features, etc. Par exemple, on a certaines features qui vont être hyper adaptées à certains personas et d'autres qui le seront beaucoup moins et qui seront pas un game changer, en fait, pour eux. Alors que certaines, si on met en avant ça, voilà, ça sera tout de suite quelque chose d'intéressant pour eux et qui permettra à terme la conversion. Et ensuite, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que ces personas construits, il y a, comme je disais, chaque fiche d'identité sur Notion. Et ensuite, on a un tableau récap pour justement ramener avec les ICP, où on a les personas et les ICP, et on met dans chaque ICP une croix, par exemple, ok, le sales, je vais le retrouver en startup. Ok, le sales manager, je vais plutôt viser les scale-up. Et ça, c'est très visuel, et c'est ce qui permet aussi à notre équipe d'avoir une réponse assez immédiate sur quel persona dans quel ICP. Comment est-ce que toi, tu l'as partagé et diffusé au sein des différentes équipes? Alors, en fait, suite à tout ce travail sur les personnages, j'ai tout de suite travaillé une stratégie marketing pour 2023. Et en fait, c'est ça qu'on a partagé à l'équipe. On a présenté ce qu'on allait faire en Q1, Q2, etc. Et du coup, cette réunion a également permis la présentation de ces personas-là. Alors, on n'est pas rentré en détail parce que je pense que c'est quelque chose dont il faut s'imprégner et qu'il faut lire en fait un peu à tête reposée. Mais du coup, on a présenté vraiment comment ça marchait, quels étaient nos personas, quels étaient nos ICP, où on retrouvait chaque persona dans quel ICP, etc. Et ensuite, par contre, c'est tout sur Notion. Toutes les fiches d'identité sont sur Notion, sont accessibles à tous à n'importe quel moment. Et pour tout ce qui est... en fait, on a eu pas mal d'arrivants aussi chez LGM récemment. Donc, en fait, chaque personne qui
arrive à une sorte de mini formation sur ces personas, que ça soit des customer success ou des personnes par exemple au SEO. Donc voilà. C'est génial. Je trouve que c'est une super initiative de l'intégrer dans le book d'onboarding. Tu disais au début que vous aviez une idée des personas et que vous aviez besoin d'en savoir plus sur elles. Est-ce que tu as découvert des nouveaux personas ou des choses auxquelles tu t'attendais pas forcément, ou ça a plutôt validé toutes les hypothèses que vous aviez? Alors ça a validé certaines hypothèses, effectivement. Par contre, on s'est dit que certains personas n'étaient pas forcément intéressants pour certains EasyCP, par exemple. Donc c'est ce qu'on en a retenu. Et ce qui est intéressant aussi pour la petite anecdote, c'est que moi, je m'interrogeais beaucoup sur TikTok. Et en fait, on s'était dit que pour notre secteur d'activité et tout, bon, TikTok, peut-être moyen, quoi. Enfin, on n'était pas sûr d'y aller. Mais on s'est rendu compte que certains de nos personas commençaient justement à se renseigner sur TikTok, à regarder les TikTok orientés marketing, etc. Du coup, on s'est dit, bon, en fait, on pensait vraiment pas. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, quoi. C'est clair. C'est le plus intéressant quand tu découvres des nouvelles choses ou que tu t'attends pas à avoir certaines réponses. Et là, je trouve, tu vois vraiment la vraie valeur de ce type de travail. Ouais, c'est clair. Et puis c'est surtout que, tu vois, on avait une idée, comme je te disais tout à l'heure, mais c'était une idée au final assez floue. On leur avait parlé, mais plutôt à nos clients, en fait, si tu veux. C'est plutôt les sales qui avaient parlé aux clients et qui, du coup, savaient à peu près qui ils étaient, mais c'était pas aussi détaillé en termes de personnalité, en termes de qu'est-ce qu'ils aiment comme contenu, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Franchement, c'est une mine d'or de réaliser ce travail parce que maintenant, on sait comment on peut leur parler, quels sujets vont les intéresser. Est-ce qu'il faut être dans l'immédiat ou est-ce qu'on peut se permettre de faire des contenus beaucoup plus longs, etc. Vous avez plusieurs personas. Est-ce que vous les avez priorisés? Alors en fait, on n'a pas forcément vraiment priorisé les personas. Par contre, on s'est dit, ce persona-là, on va pas le viser directement, on va le viser avec de l'upsell, par exemple. Et ainsi de suite. Et en fait, on a à peu près 3-4 personas que là, on va viser directement en faisant notamment des pages spécifiques sur notre site web, en faisant des use cases, en préparant par exemple des templates vraiment accessibles pour eux et qui parlent de leur métier à eux. Mais en tout cas, on essaye d'en avoir plusieurs parce qu'au final, au niveau de notre contenu, c'est bien qu'on ait plein de contenus différents et de montrer aussi qu'on peut s'adresser à plusieurs usages. Dans le sens, par exemple, un growth va venir chez nous pour faire du growth. À un moment, il va passer head of growth, par exemple. Il va avoir besoin de recruter. Là, c'est aussi de lui montrer que ok, maintenant tu as besoin de recruter, mais tu sais que tu peux aussi utiliser LGM pour le recrutement. Et là, en fait, ça permet d'utiliser LGM dans plusieurs use cases. Tu me parlais tout à l'heure aussi de travail que vous avez fait sur l'onboarding. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment est-ce que vous avez pu retravailler l'onboarding grâce à cette étude? Ouais, bien sûr. Alors en fait, suite à cette étude, donc on a, comme je disais, identifié nos différents personas. Et ça, en fait, ça a été intégré dans le trial to paid. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand on s'inscrit sur notre produit, quand on fait un sign-up, on va te demander quel est ton nom, ton adresse email, mais on va également te demander quel est ton métier. Donc, est-ce que t'es plutôt sales, est-ce que t'es plutôt growth, et dans quel type d'entreprise tu l'effectues. Donc, est-ce que c'est plutôt en start-up, est-ce que c'est plutôt en scale-up, etc. Ça va nous permettre d'avoir de l'onboarding vraiment contextualisé. On demande aussi pour quel use case tu vas utiliser LGM. Est-ce que c'est plutôt de la génération de leads? Est-ce que ça va être plutôt du recrutement? Et ça, voilà, ça permet de contextualiser. Par exemple, demain, on peut très bien imaginer qu'on a un onboarding spécial growth, spécial sales. Et ça, c'est cool. Et ça nous permet aussi de vérifier nos intuitions. Enfin, parce que on est quand même... Quand on parle des personas, on n'est pas sur quelque chose de super objectif non plus. Ça, faut quand même pas se leurrer. Au final, même si je disais qu'il faut pas aller dans l'interprétation, la fiche de persona à la fin, c'est quand même en partie de l'interprétation parce qu'on a regroupé plusieurs personnalités pour faire cette fiche-là. Donc c'est pas une personne réelle, mais par contre, voilà, ça va permettre de vérifier ça. Ok, est-ce que nos sales, est-ce qu'il y a beaucoup de sales qui viennent chez nous qui font partie des startups? Oui, non, ok. Est-ce que on veut mettre plus d'actions pour faire venir des sales qui viennent de startups chez nous?
oui et non. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Génial. Écoute, c'est super intéressant. Je pense que tu nous as tous motivés à lancer une étude. Non, mais faut vraiment y aller. C'est vraiment. Puis même personnellement, c'est hyper enrichissant de d'avoir parlé à 50 personnes. Je pense que ça a été plus enrichissant que peut-être mes 3-4 ans d'expérience dans le marketing, parce que parler à ses consommateurs, c'est quand même quelque chose, quoi. Et des fois, c'est ce qui nous manque en fait au marketing, je pense. Ouais, d'être proche de la réalité. Et parfois, on oublie en effet vraiment qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils aiment, Mm. pourquoi ils sont là. Tu disais que que c'était super enrichissant. Est-ce que tu aurais un apprentissage? Alors moi, je suis une personne qui est assez à l'aise quand je parle à des gens que je connais, mais je suis un peu plus timide quand je connais pas les personnes. Et du coup, bah, quand je suis arrivée, c'est vrai, chez La Grosse Machine et que je me suis dit, bah allez, il y a ce gros chantier là, et que en à peine 2 semaines, voilà, il a fallu que je me mette déjà. Ça faisait 2 semaines que j'étais chez LGM quand j'ai lancé les premières interviews. Il a vraiment fallu que je me fasse violence parce que je me suis dit, oh là là, mais on va m'envoyer balader, ça va être un peu cringe. Enfin voilà, j'avais un petit peu cette appréhension de parler à l'autre. Et en fait, faut pas avoir peur. Enfin, du moment où on est sympa avec les gens, où on est gentil, c'est ce que je disais au début. En fait, c'est du moment où tu demandes les choses de manière simple, de manière sympa. En fait, il y a pas de raison que les gens t'envoient balader. Et c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est que voilà, faut avoir confiance en soi. Je pense que ça apporte aussi de la confiance en soi parce qu'un échange, c'est jamais forcément évident quand tu es là aussi pour poser des questions et que tu attends aussi d'avoir des réponses. Mais je pense que voilà, faut vraiment le prendre comme un échange et vraiment se dire je suis là pour apprendre quelque chose aujourd'hui. Oui, tu as raison. Et je pense que de le faire au début aussi, quand tu commences dans une nouvelle entreprise, comme tu dis, ça te met tout de suite dans le bain et ça permet vraiment de te sentir plus légitime aussi quand tu parles, quand tu donnes des idées, quand tu proposes des choses, parce que c'est sur du concret, sur du réel. Ouais, c'est ça, parce que tu sais que c'est réel, tu sais que tu leur as parlé, c'est pas des études que t'as trouvées, je sais pas où, en page 40 de Google, tu vois. C'est vraiment, t'as parlé à ces gens et t'as eu leur ressenti, et même si t'as besoin de précision, tu peux les recontacter, y a aucun souci. Et moi, par exemple, la plus grande désatisfaction, c'est que j'ai contacté un mec qui est gross, et qui, en gros, bon, c'était un plutôt type prospect, donc il connaissait pas forcément LGM ou quoi. Et tout de suite, il m'a dit, parce qu'à un moment, il y avait une partie sur l'automatisation, et puis il me dit, oh là là, moi, tu sais, l'automatisation, je suis pas du tout pour ce type d'outil, etc. Donc je lui dis, ok, très bien. Enfin, j'étais là aussi pour recueillir ses craintes. Et il revient vers moi, je sais pas, 2-3 semaines plus tard, en me disant, oh, mais Candice, j'ai testé votre outil et c'est génial, mais je suis trop accro. Et il a même fait des posts sur LinkedIn pour dire, enfin, combien il trouvait que c'était super intéressant. Il a fait des use cases et tout. Et là, je me suis dit, ça a fait découvrir le produit à quelqu'un, alors que on n'était pas dans une situation de vente ou de démo ou autre. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, quoi. Ah, c'est génial. Tu aurais un conseil à apporter aux des auditeurs, auditrices qui, là, veulent se lancer? Pour moi, il y a 2 points. Le premier, c'est, comme je disais, il faut pas avoir peur d'entrer en contact avec votre cible, de s'intéresser à elle, mais avec sincérité. Le but, c'est d'être aussi dans de l'écoute active et de faire attention à ne pas orienter la conversation. Et ça, je pense que c'est le plus difficile parce qu'on a forcément tendance à vouloir ramener le sujet un peu sur notre produit ou autre. Et ça, j'ai certainement dû le faire sur les premières interviews, mais on se rend vite compte qu'en fait, ça marche pas faire ça. Et ça fausse aussi le discours de l'autre. Donc ça, c'est le plus important, je pense. Et ensuite, c'est de pas prendre ces personas pour acquis, dans le sens où, voilà, là, le travail a été fait pour fin 2022, mais j'ai déjà identifié des personas qui pourraient être intéressants, enfin, des nouveaux métiers qui arrivent, notamment des États-Unis. Par exemple, en ce moment, il y a le métier qui arrive pas mal, qui est le RecOps, donc qui est en fait un recruteur, mais vraiment orienté outils, un peu à l'image des SalesOps, etc. Faut toujours être alerte là-dessus et se dire que les personas qu'on a fait, par exemple, pour la France, ne seront pas forcément les mêmes pour un autre pays, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de penser selon sa culture, son pays, etc.
Donc du coup, je pense que voilà, si on veut par exemple demain viser, je sais pas, l'Angleterre, il faudra, je pense, refaire les personas pour ce pays-là et ainsi de suite. Et je pense que c'est des personas qui doivent toujours être mis à jour. On peut pas garder des personas pendant 5 ans, c'est pas possible. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Candice pour cet échange et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bah merci à toi, c'est avec plaisir. Où est-ce que des auditeurs peuvent te contacter s'ils souhaitent te poser une question ou juste te remercier? Alors, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir, ou sinon, vous pouvez me contacter sur mon mail candice@lagrossemachine.com. Super. Moi, je mettrai toutes les infos du coup dans les notes de l'épisode. Merci encore Candice et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.